Nous sommes avec Pierre-Emmanuel Berceget, qui est le président de WeHelp. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour Frédéric. Est-ce que vous pouvez vous présenter, puis présenter WeHelp? Très bien. Du coup, moi, Pierre-Emmanuel Berceget, je suis président et cofondateur de WeHelp. On est 3 associés fondateurs et on a créé WeHelp en 2016. WeHelp, c'est une société d'aide à domicile pour personnes âgées dépendantes qui fonctionne à 100% en mode mandataire. Et voilà, notre objectif, c'était d'essayer d'apporter plus de qualité aux bénéficiaires, aux familles et aux auxiliaires de vie en apportant de l'innovation. D'accord. Alors, le sujet de la discussion, ça va être, je vais faire un court résumé, vous allez me décrire ça en détail, hein, le côté équilibre, impact social et croissance. Voilà. Déjà, est-ce que c'est. Déjà, comment est-ce que vous voyez votre secteur d'activité et peut-être commencer par là. Comment est-ce que vous voyez votre secteur d'activité et les principaux enjeux et obstacles, si on peut appeler ça des obstacles? Très bien. Alors, notre secteur d'activité est un secteur d'activité énorme qui est la prise en charge de la dépendance à domicile, avec du coup ce qu'on peut appeler un marché d'environ une dizaine de milliards d'euros, avec 2 millions, aujourd'hui 2 millions de personnes âgées dépendantes à domicile. Il ne faut pas se limiter, les personnes âgées dépendantes à domicile ne sont pas que les allocataires de l'APA, il y en a beaucoup plus que ça, en forte croissance, et avec de l'autre côté des besoins de recrutement juste gigantesques, avec du coup une population d'auxiliaires de vie qui se sent dévalorisée, se sent mal rémunérée, mal accompagnée, et qui n'a plus envie de faire ce métier. Et donc, du coup, nous, on a plusieurs enjeux qui est d'offrir des prestations de qualité aux personnes âgées dépendantes, d'accompagner les familles dans cette gestion extrêmement complexe qui est la prise en charge de la dépendance d'un proche, et d'offrir des conditions de travail aux auxiliaires de vie meilleures pour leur permettre d'effectuer le métier qu'elles ont choisi, qui est un métier d'accompagnement social, et de l'effectuer dans la durée, dans des bonnes conditions. Alors, est-ce que ça, c'est possible? Parce qu'on entend partout qu'il y a un problème de rémunération, qu'on a un problème de recrutement, qu'on est limité à la rémunération. Comment est-ce que vous voyez cette situation? Alors, nous, notre conviction, c'est que c'est possible, mais que c'est compliqué. C'est-à-dire que le marché fonctionne, enfin, les différents acteurs fonctionnent avec un logiciel qui est le même depuis très longtemps et avec du coup des contraintes qui sont les mêmes depuis extrêmement longtemps, avec en caricature, mais en se disant voilà, il y a un mode de fonctionnement qui est on doit être prestataire, on doit travailler avec les conseils départementaux, il y a des tarifs APA et ainsi de suite, enfin, avec du coup des contraintes qui nous semblent très fortes. Nous, on est reparti de la feuille blanche en se disant comment on fait pour améliorer l'expérience utilisateur de tout ce monde-là et comment on fait du coup en repartant de zéro en se disant comment on peut améliorer l'expérience des bénéficiaires, améliorer l'expérience des familles, améliorer l'expérience des auxiliaires de vie. Et du coup, on a fait le choix d'un modèle qui repose sur 2 branches, qui est l'utilisation d'une enveloppe juridique, qui est le mode mandataire, et l'investissement fort dans les nouvelles technologies qui nous permettent du coup de transformer le métier de nos opérationnels, des responsables de secteur, en supprimant la quasi-totalité des tâches administratives et en recentrant leur travail sur ce qui fait leur valeur, c'est-à-dire le travail de terrain, être en permanence au domicile des bénéficiaires, au contact des intervenants, pour faire en sorte que les prestations se passent bien. Nos opérationnels, nos salariés, les responsables de secteur passent 90% de leur temps sur le terrain et 10% de leur temps au bureau à faire de l'administratif, alors que dans plein de structures, le ratio est complètement inverse. Elles font 10% de leur temps en travail de terrain et 90% au bureau à gérer des plannings et l'administratif. Et ça délivre beaucoup de qualité. Alors, peut-être pour ceux qui découvrent le secteur, expliquer le mode mandataire. Oui, alors il y a plusieurs modes de fonctionnement dans les services à la personne. Il y a le mode prestataire dans lequel les intervenants sont salariés des structures et derrière, les structures, du coup, vendent des heures aux bénéficiaires avec une contrainte, du coup, d'optimisation des plannings, d'optimisation du temps de travail, et ainsi de suite. Il y a à l'autre bout du spectre le particulier employeur où une personne va, du coup, prendre quelqu'un en direct, l'embaucher et gérer elle-même la relation de travail. Et nous sommes au milieu, c'est-à-dire que on fonctionne en tant que tiers de confiance. Les bénéficiaires sont nos clients qui deviennent particuliers employeurs et signent avec nous un contrat de mandat qui nous délègue la gestion de l'administratif et le suivi, le contrôle de la qualité dans le cadre d'un cahier des charges qui est défini par les directs. Et ça nous permet quoi? Ça nous permet du coup ça offre de nombreux avantages, on considère, qui est que ça met le bénéficiaire en situation de particulier employeur, c'est lui qui a les responsabilités d'employeur, c'est lui qui a le contrôle, le pouvoir de sanction, c'est lui qui définit les horaires, c'est lui qui fixe le salaire des auxiliaires de vie, et ça permet surtout de créer des relations aidant-aidés qui tiennent dans la durée. On va nous occuper du recrutement, lui proposer des auxiliaires de vie qui correspondent à ses besoins, et à partir du moment où on a retrouvé une auxiliaire de vie qui correspond à ses besoins et que le binôme aidant-aidé se passe bien, vous créez un couple qui tient dans la durée. Et nous, on n'a pas la main dessus. C'est pas nous qui décidons, pour des contraintes internes de planning, de mettre l'auxiliaire de vie chez un autre bénéficiaire.
vous avez créé, du coup, les Marilyn, auxiliaires de vie, du coup, va rester chez Madame Dupont potentiellement des années. Et bah, plus le temps avance, en fait, plus l'accompagnement se passe bien, parce que du coup, elles s'adaptent petit à petit l'une à l'autre, et à la fin, du coup, vous avez un vrai accompagnement de qualité qui peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, enfin, le plus longtemps possible. Et on a comme ça des bénéficiaires qui restent, qui même réussissent à éviter d'aller en EHPAD et qui partent à la maison en ayant eu leurs auxiliaires de vie très longtemps. Si je vous dis que ce mode, ça aboutit à du personnel, enfin des auxiliaires de vie qui sont mieux payés au taux horaire, en fait, mieux payés par heure, mais font moins de temps complet. Est-ce que ça, c'est la réalité ou Non, ça, c'est pas vrai parce qu'en fait, vous avez beaucoup de structures prestataires qui vont plutôt garder les auxiliaires de vie à temps partiel pour des soucis d'optimisation de planning. De manière très pratique, si vous avez, c'est plus simple pour remplir ces plannings d'avoir 10 auxiliaires de vie à 24 heures par semaine que d'en avoir 7 à 35 heures. Donc, du coup, ils vont plutôt avoir tendance à laisser du temps en temps partiel. Nous, on n'a pas cette problématique. C'est pas le cas de toutes les structures, hein, mais c'est juste oui, souvent ça arrive. C'est une une tendance. tendance. Ouais. Nous, on propose à l'auxiliaire de vie des missions et elle les accepte ou les refuse. On redonne du pouvoir à l'auxiliaire de vie et elle accepte ou refuse les missions en fonction de ses contraintes personnelles. Elle peut très bien décider avoir un temps, par exemple, un temps partiel en EHPAD à côté le matin et décider de se rajouter des missions d'aide à domicile l'après-midi. Ça lui aille très bien. Ou elle peut prendre des missions que le matin parce que, par exemple, l'après-midi, elle veut s'occuper de ses enfants. Ou elle peut très bien décider d'être à temps plein et du coup, d'ajouter des missions, d'avoir des missions le matin, des missions le midi, l'après-midi, voire d'ajouter, de compléter avec quelques nuits par semaine pour augmenter sa rémunération. Et ça nous permet du coup d'avoir des auxiliaires de vie qui, en fait, gagnent ce qu'elles veulent travailler et de coller le plus possible à leur souhait de rémunération. Et vu qu'on peut se permettre de donner plus d'heures, on a certaines auxiliaires de vie qui gagnent 1500 euros net, on a certaines qui gagnent on a certaines auxiliaires de vie qui gagnent plus de 2000 euros net par mois. Oui, alors que normalement, dans le secteur d'activité, c'est moins que le SMIC. C'est plutôt même moins que 1000 euros. La moyenne, je crois que la moyenne est aux alentours de 900 euros net par mois. C'est ça. Vous êtes plutôt moins que la moyenne est plutôt sur un SMIC à temps partiel. L'autre point que vous avez abordé, en quoi est-ce que la technologie, l'usage de la technologie chez vous permet d'améliorer la situation? En fait, l'usage de la technologie permet de simplifier toutes les tâches administratives et de faire en sorte que nos encadrants, les responsables de secteur, soient plus au bureau, mais soit du coup au domicile, au contact des bénéficiaires pour s'assurer que tout va bien, au contact des auxiliaires de vie pour s'assurer que tout va bien. Donc et au contact des familles. Donc ça génère quoi? Ça génère plus de satisfaction du bénéficiaire, plus de réactivité pour gérer, pour lui l'accompagner dans la gestion de son auxiliaire de vie, et ça permet plus d'accompagnement de l'auxiliaire de vie pour qu'elle soit plus compétente, mieux accompagnée pour faire les gestes essentiels du quotidien qui correspondent aux besoins du bénéficiaire. Et ça nous permet également de libérer du temps pour faire du travail d'accompagnement, de coordination, un quasi-travail de care management, en fait, qu'essaient de faire la plupart des structures d'aide à domicile. Alors, vous êtes la première, on va voir si j'ai raison, si j'ai bien compris, vous êtes la première entreprise de service à domicile en Europe à être certifiée B Corp. Exactement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que B Corp? Qu'est-ce que c'est? Alors, B Corp, c'est une labellisation qui veut dire Benefit Corporation. C'est une labellisation qui vient des États-Unis et qui est une labellisation qui vise à labelliser les entreprises qui travaillent une profitabilité intégrale, ou autrement dit, à la triple profitabilité. Historiquement, la raison sociale d'une entreprise, c'est de générer du profit. Un dirigeant est tenu responsable d'atteindre une rentabilité économique et s'il ne le fait pas, il peut être mis en cause. Un dirigeant de structure à but lucratif. Aujourd'hui, il est permis de rechercher autre chose qu'une rentabilité économique et de considérer que l'entreprise n'est pas qu'un acteur qui doit générer une rentabilité économique, mais être un acteur de la cité, un acteur citoyen qui peut générer une rentabilité plus large que ça, qui peut générer une rentabilité économique, mais qui peut également se permettre de travailler à une rentabilité sociétale et environnementale. Environnementale est peu le sujet dans les services à la personne, en revanche, la responsabilité sociétale est extrêmement importante. Et du coup, nous, oui, on est une jeune entreprise en forte croissance et la plupart des collaborateurs qui sont venus chez nous sont venus pour les valeurs, pour l'envie de bien faire, pour la qualité de service qu'on délivre auprès des bénéficiaires, pour l'envie de revaloriser les auxiliaires de vie. Et du coup, un des commentaires qui nous faisait, c'était qu'est-ce qui nous garantit qu'en grossissant, vous n'allez pas un peu perdre vos valeurs, perdre votre cœur et perdre votre envie de bien faire. Du coup, on s'est dit comment on fait pour du coup inscrire dans le temps et dans la durée cette mission qui est d'offrir du coup
de permettre aux personnes âgées dépendantes de bien vieillir à domicile dans les meilleures conditions possibles, bah, du coup, une des manières du coup de tamponner ça de manière externe, c'était du coup de travailler à cette labellisation de Bicorp pour qu'il y ait un tiers externe qui vienne chez WeHelp, qui audite nos process, qui audite nos indicateurs de qualité, qui audite un peu ce qu'on fait au quotidien et qui du coup nous labellise Bicorp pour dire, bah, en fait, voilà, WeHelp est une entreprise qui, au-delà de chercher une rentabilité économique, travaille également une rentabilité sociétale et environnementale. Et d'ailleurs, même pour on aller un cran plus loin, c'est même inscrit dans nos statuts que les dirigeants de WeHelp, au-delà de rechercher la rentabilité économique, ont le droit de rechercher une rentabilité sociétale et environnementale. Et pour vous donner le... Oui, pardon. Oui, sur le type d'entreprise qui est labellisée Bicorp dans le monde, aux États-Unis, ça va être des entreprises que tout le monde connaît, qui sont par exemple Innocent ou Patagonia. C'est vraiment des entreprises qui, du coup, travaillent, eux, ont plus un impact environnemental. Et en France, vous avez des entreprises comme La Ruche qui dit oui, Nature et Découverte. Il y a Danone qui est en train de labelliser dans la démarche d'Emmanuel Faber, qui labellise petit à petit ses filiales Bicorp. Enfin, c'est vraiment des entreprises qui essaient de se mettre dans le monde de demain et qui se disent que bah, l'entreprise n'est pas qu'un acteur économique, mais un acteur qui doit prendre toute sa place et essayer de contribuer à améliorer, à avoir un impact positif sur le quotidien. L'intérêt pour les salariés, bon là, je pense que tout le monde l'a compris. Quelle est la motivation et l'intérêt de vous, les actionnaires, d'aller dans cette direction? C'est en fait quelque part de gagner moins au final, j'imagine. Peut-être qu'à la fin, ça nous amènera à gagner un peu moins, mais en fait, l'enjeu à long terme, c'est pas ça. L'enjeu à long terme, c'est comment vous attirez des talents et comment vous faites en sorte aujourd'hui d'avoir des gens qui sont fiers de se lever le matin et de travailler pour votre structure. Aujourd'hui, la principale valeur ajoutée, le principal actif dans une entreprise comme la nôtre, c'est les gens qui se lèvent le matin pour faire le boulot. Globalement, moi, mon job, j'ai 2 jobs en tant que dirigeant, enfin 3, on va dire. Le premier, c'est de trouver des talents, faire en sorte qu'ils viennent chez moi. Le deuxième, c'est une fois que j'ai les talents chez moi, comment je fais en sorte que le dimanche soir, ils n'aient pas la boule au ventre du lundi matin et qu'ils passent leur semaine sans attendre de vendredi soir et en étant contents de se lever tous les matins. Et ma troisième mission, c'est du coup, une fois que j'ai réussi ça, fixer les objectifs. Une fois que vous avez des talents en interne qui sont contents et fiers de ce qu'ils font et qu'il y a des objectifs clairs, après, tout suit. Et du coup, en fait, c'est hyper important de travailler du coup sur le sens. Je vous apprends rien en vous disant que aujourd'hui, il y a une tendance de fond extrêmement forte qui est que les gens ont envie d'avoir un sens à leur travail et ont envie de pouvoir expliquer dans 15 ans à leurs enfants qu'est-ce qu'ils font le matin et est-ce qu'ils sont fiers de ce qu'ils ont fait pendant les 15 dernières années. Et globalement, il y a plus de chances que ça arrive dans une boîte comme WeHelp que quand vous êtes trader de produits dérivés sur le pétrole chez Société Générale. Et voilà. Et donc, c'est hyper important. C'est vraiment une construction d'actifs à long terme que d'investir sur les gens qui aujourd'hui se lèvent tous les matins pour travailler chez WeHelp. Est-ce que ce positionnement, enfin, c'est plus qu'un positionnement en fait, cette orientation est aussi utile pour attirer les jeunes générations dans ce métier en question? Bien évidemment. Alors, la première étape, c'est que pour l'instant, on y arrive très bien sur la partie salariés en interne qui sont les responsables de secteur et on est en train d'essayer de continuer à travailler dessus pour que ça soit encore plus le cas sur les auxiliaires de vie. Mais on n'arrivera pas à gérer la problématique des 10-20 prochaines années qui est un peu le déficit structurel d'auxiliaires de vie en criant sur tous les toits que c'est le secteur le plus paupérisé de France avec des conditions de travail horribles et qu'on s'en sortira jamais. Je vois pas qui aurait envie de postuler ça quand la brochure commerciale de venez postuler chez nous, ce métier est horrible, mal payé, vous allez vivre sous le seuil de pauvreté et vous n'aurez aucune perspective d'évolution. Si c'est ça ce qu'on peut vendre, qui va avoir envie de postuler? Nous, on a déjà, pourtant on est assez jeunes, mais on a déjà plusieurs auxiliaires de vie qui ont commencé du coup alors c'est pas nos salariés mais qui ont commencé dans le réseau de partenaires de WeHelp, donc en tant qu'auxiliaire de vie des bénéficiaires, et ça s'est très bien passé. Et au bout de quelques temps, du coup, quand on a recruté, à force de les connaître, on leur a proposé de nous rejoindre et ils sont devenus d'abord encadrants et ils ont basculé sur des jobs d'encadrant chez nous. Et ils sont aujourd'hui cadres, forfait jour, avec de l'autonomie. Enfin, c'est des parcours qui sont exceptionnels. Et du coup, faut offrir des perspectives, faut revaloriser les conditions de travail, mais revaloriser les conditions de travail, ce n'est pas qu'une revalorisation économique, c'est aussi une considération au quotidien de l'humain sur ce qu'il est capable d'apporter aux bénéficiaires. Alors, toute cette démarche, en fait, au final, on pourrait penser que ça aboutit à des tarifs qui sont plus élevés, en fait, enfin des coûts qui sont plus élevés pour les clients. Oui. Donc, comment est-ce que déjà est-ce que ça c'est l'affirmation, est-ce qu'elle est vraie? Et est-ce que ça engendre pas une difficulté par rapport à la concurrence qui a plutôt tendance
Certains avaient baissé les prix. Alors, on est aligné avec les prix du marché. On est dans la moyenne des prix du marché. On n'est pas parmi les plus chers. On n'est pas parmi les moins chers. En revanche, la conséquence, c'est que l'APA prestataire est mieux rémunéré que l'APA mandataire. Donc, les gens qui passent chez nous ont un reste à charge qui est un peu supérieur à ce qu'ils pourraient avoir par ailleurs. Et ça, on est très transparent avec eux. Et après, on leur explique que globalement, on va leur délivrer une expérience de meilleure qualité et ça a un coût. Nous, on considère que c'est pas à l'État de supporter ce surcoût. Donc, est-ce que les gens sont prêts à payer de leur poche? Et nous, notre conviction, c'est que si les gens n'ont pas les moyens de payer ce qui arrive, déjà, on ajuste nos tarifs pour les réduire le plus possible, pour réduire le plus possible le reste à charge. On a par exemple un tarif social pour les allocataires de l'APA qui ont un faible reste à charge. Il y en a certains pour qui on a obligatoirement, nous, du reste à charge comparé à d'autres structures qui sont prestataires. Donc, les bénéficiaires qui ne peuvent pas avoir de reste à charge, on les oriente vers d'autres structures pour les accompagner du mieux possible. Et ceux qui peuvent se permettre d'avoir un peu de reste à charge, on considère que c'est quelque chose qui peut justifier de payer un peu de leur poche. Et ça se passe très bien dans la majorité des cas. Mais je vous donne un exemple. La retraite moyenne, elle est à peu près à 1 500 € par mois. C'est ma question. Et un accompagnement, du coup, qui commence quand même à être assez lourd, d'une dizaine d'heures par semaine. Donc, ça commence à être un bel accompagnement. Ça va coûter environ 1 000 € par mois. Sur ce 1 000 € par mois, si la personne, on va dire, est GIR4, avec 1 500 € par mois de retraite, elle va avoir 300 € d'APA. Donc, ça veut dire que son 1 000 € par mois va passer à 700 € par mois. Ensuite, là-dessus, elle a 50% de crédit d'impôt. Donc, ce 700 € va passer à 350 € par mois. Nous, on considère que c'est pas choquant d'avoir un reste à charge de 350 € par mois quand vous avez 1 500 € par mois de retraite par rapport, du coup, à tout ce que ça coûte et que être déjà subventionné à 65% par l'État, c'est quand même déjà un bel investissement de la nation dans la prise en charge de la dépendance. Et que, vu l'état des finances publiques, je suis pas sûr que ça aille dans la direction d'aller plus loin. Donc, il faut faire avec ce qu'on a. Et du coup, continuons à avancer comme ça et accompagnons du mieux possible avec les ressources qui sont disponibles aujourd'hui. D'autant plus que les générations qui arrivent à ces tranches d'âge-là sont des générations qui sont quand même plus aisées que les anciennes générations, puis peut-être encore plus aisées que les jeunes qui vont arriver encore plus tard. Exactement. Alors clairement, les retraites aujourd'hui n'évoluent pas de manière très élevée d'année en année. En revanche, si on regarde le patrimoine des Français, qui est principalement du patrimoine immobilier, la détention du patrimoine est très largement sur ces classes d'âge-là. Et donc du coup, d'une manière ou d'une autre, c'est pas choquant qu'il soit d'une manière mis à contribution personnelle pour financer une partie de la perte d'autonomie. Qui est de la solidarité nationale qui en prenne une partie, c'est logique, il ne faut surtout pas enlever ça. En revanche, qu'il y ait qu'une contribution soit demandée, ça semble totalement logique. Et nos tarifs font qu'ils doivent contribuer un petit peu, mais pas de manière beaucoup plus élevée que par ailleurs. Vos clients vous trouvent comment en fait? Comment ça fonctionne? Pour l'instant, j'essaie de comprendre l'offre et la demande, comment ça s'articule. Pour l'instant, c'est des futurs bénéficiaires intéressés, des prospects entre guillemets qui sont intéressés, qui recherchent sur Internet, qui trouvent WeHelp. Comment ça marche? Est-ce que c'est par des agences, par des relais? Comment ça fonctionne? Alors, on a 2 relais principaux qui sont du coup, on va dire ce que vous avez dit au début, donc l'acquisition, on va dire via Internet. Donc, par exemple, des enfants de personnes âgées qui cherchent sur Internet et qui nous trouvent via Internet. Et le deuxième gros relais, c'est en fait, vu qu'on fait un bon travail sur le terrain, les prescripteurs, enfin les différents acteurs de l'écosystème médico-social qui nous croisent, valorisent le travail de qualité qu'on fait et les retours positifs des bénéficiaires et du coup nous recommandent ensuite. Donc c'est pour ça qu'on travaille très bien avec les assistantes sociales, les infirmières libérales, les médecins généralistes, les gériatres et ainsi de suite. Quand ils commencent à nous connaître, du coup, après, très souvent, ils nous recommandent, une fois qu'on commence à s'occuper de plusieurs de leurs bénéficiaires, de leurs patients, eux, ils nous recommandent pour les suivants. Alors, sur Internet, par exemple, ça m'intéresse. Comment, je suis aidant, on imagine, pas encore. Je cherche sur Internet, je connais rien à ce secteur-là. Je cherche sur Internet et dans Google, je vais avoir des dizaines de pages de sociétés de services ou d'associations. Comment est-ce que, lorsque j'arrive sur le site de WeHelp, comment est-ce que vous faites pour montrer que vous êtes différent des autres? Et tout ce que vous me dites là, comment est-ce qu'en communication, on arrive à me convaincre en quelques secondes, en fait? On n'y est pas. Ma conviction, c'est qu'on n'y est pas encore, et parce que c'est extrêmement compliqué de vous expliquer toute cette différence en quelques secondes, qui est globalement le temps d'attention pour comparer un site internet à un autre. Et c'est tout un travail de nos équipes marketing pour faire comprendre ça le plus facilement possible,
la valeur des prestations WeHelp aux visiteurs d'un site internet, mais qui est extrêmement complexe à faire. Et pour l'instant, on a encore plein de progrès à faire. J'imagine qu'il faut, pour certains, il faut expliquer le mot de prestataire, le mot de donataire, déjà. Alors là, ça va prendre Ça, c'est au moins plutôt quelque 10 chose qu'on minutes. fait. C'est écrit, mais c'est vraiment quelque chose dans lequel on rentre en détail lors des visites d'évaluation de besoins. C'est-à-dire que D'accord. 100% de nos bénéficiaires ont une visite d'évaluation de besoins à domicile par nos encadrants médico-sociaux qui va au domicile et qui, du coup, explique aux bénéficiaires comment ça fonctionne, explique, du coup, fait l'évaluation de besoins 360 degrés, trouve, du coup, s'il y a besoin, par exemple, d'aménagement du domicile, s'il y a besoin de trouver une infirmière libérale, s'il y a besoin d'un partenariat avec un SIAD, s'il y a besoin de revoir les heures en fonction des différents intervenants du domicile, et ainsi de suite. Et accompagne sur le dossier des aides financières, donc par exemple le dossier d'APA, et ainsi de suite. Et la troisième partie, du coup, c'est explique du coup le cadre juridique de l'accompagnement, le mode mandataire, le fait qu'il va être particulier employeur, et ainsi de suite. Et derrière, du coup, une fois que le bénéficiaire a envie de travailler avec nous, on rentre au bureau, on fait la recherche d'un intervenant et on va lui présenter un intervenant qui correspond à ses besoins. D'accord. Autre question que j'avais, qui m'est venue, là, il y a des acteurs qui sont très connus dans le service à domicile. Vous qui êtes arrivé après les autres, après beaucoup d'autres, est-ce que les nouvelles générations de seniors qui arrivent, est-ce qu'elles vont... en fait, on dit souvent que les plus âgés vont vers le spécialiste, vont vers une marque connue, vont vers quelqu'un de connu, donc iraient plutôt vers des marques ADMR, UNAF ou je sais pas, des marques connues, plus connues dans le secteur, historiquement, j'entends. Est-ce que les jeunes générations de baby-boomers qui arrivent, ou les aidants, est-ce qu'ils ont ce même feeling d'aller sur un spécialiste, ou est-ce que c'est plus facile d'aller vers un nouveau comme vous, entre guillemets, que les anciennes générations? Je suis pas... Tout dépend de comment elle se renseigne et comment elle arrive. C'est-à-dire que si elle prend l'axe, par exemple, d'Internet ou intermédié par un prescripteur, enfin, si elle prend l'axe d'Internet, ça va beaucoup jouer le côté est-ce que la personne est spécialiste ou pas, va beaucoup se jouer sur, par exemple, ne serait-ce que la qualité du site Internet. Si vous tombez sur un site Internet qui a 15 ans, 20 ans d'âge, votre ressenti de est-ce que j'ai un spécialiste en face de moi ou non va être très différent. Quand vous faites l'exemple, allez comparer le site Internet d'une association locale de l'UNA avec un site Internet d'une structure plus moderne, votre vision de qui est le spécialiste sera assez radicalement différente de l'âge de la structure. Ensuite, vous avez, on va dire, les prescripteurs qui sont un peu neutres, qui vont être, par exemple, les prescripteurs des assistantes sociales de milieu hospitalier, les infirmières libérales, les médecins généralistes, et ainsi de suite. Eux, ils vont juger qui est le spécialiste vraiment sur la qualité de l'accompagnement. Et ensuite, vous avez une troisième partie qui vont être, on va dire, les prescripteurs historiques qui, eux, fonctionnent vraiment un peu sur un logiciel différent qui va être, en fait, priorité doit être donnée aux acteurs historiques du coin. Donc, on oriente toutes les demandes, non pas vers l'acteur le plus qualitatif, mais vers l'acteur avec qui on travaille depuis longtemps. Et du coup, on va un peu sortir les nouveaux entrants pour donner les orientations qu'aux acteurs historiques avec en plus derrière ça une petite guéguerre privée-publique qui fait qu'ils vont avoir tendance, eux, à orienter vers l'UNA et l'ADMR. Donc, en fait, tout dépend en fait de quand le bénéficiaire ou son aidant familial arrive, à quoi il va être sensible. Est-ce qu'il est plus sensible du coup à l'avis de la mairie ou du CCAS, ou est-ce qu'il va être plus sensible aux avis Google ou à la qualité du site Internet ou à l'avis de son médecin généraliste qui est plus neutre? Est-ce que ça, c'est en train de changer avec les nouvelles générations? Est-ce que vous voyez qu'il y a un changement Clairement. vers Google, en fait, j'allais dire. Clairement. Dans 10 ans, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui aillent demander pour qui, du coup, l'avis du guichetier de la mairie soit la meilleure source d'information. Enfin, c'est évident. Après, combien de temps ça va prendre, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a 10 ans, la principale source d'information sur ces genres de sujets, c'était la mairie. Dans 10 ans, 15 ans, je ne vois pas qui ira demander à sa mairie ce genre d'information. Alors, vous avez cité un chiffre qui risque d'interpeller certains, 2 millions de personnes âgées dépendantes. Mm. Bon, est-ce que vous pouvez expliquer, parce que beaucoup ont lu dans les études qu'il y en a 900 000. Comment est-ce que vous faites Moi, je fais ça de manière très simple. C'est une étude de l'INSEE qui est sortie juste après le rapport Libaud. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le rapport Libaud dit il y a 700 000 personnes âgées dépendantes à domicile
Et il y en a en tout 1,3 million en France, il y en a 700 000 à domicile, 1,3 en comptant l'établissement. Et du coup, ça va, je sais plus, ça va faire plus 50% en 20 ans. Et du coup, ils seront 2 millions dans 20 ans. Une semaine après, il y a une étude de l'INSEE qui sort en disant, en fait, les personnes âgées dépendantes ne sont pas 1,3 million aujourd'hui, mais 2,5 millions. Elles ne sont pas 700 000 à domicile, mais 2 millions. Et en fait, du coup, c'était marrant parce que d'un côté, vous avez du coup le rapport Libaud fait par l'État qui, du coup, fait tous ces chiffrages du coup de la dépendance sur une hypothèse de 700 000 personnes à domicile. Oui. Et une semaine après, vous l'avez l'INSEE qui dit, Ah oui. D'accord. en fait, non, on s'est un peu trompé, ils ne sont pas 700 000. La vision allocataire, c'est un peu trop restrictif. En fait, ils sont 2 millions. Alors, en fait, c'est plus les mêmes coûts, du coup, derrière, qui manquent. Est-ce que c'est parce qu'ils ne mesurent pas les mêmes GIR? Ça vient de Non, là ou c'est pas une question de jure. Non, c'est une question que il y a plein de gens en fait qui réduire la vision de la prise en charge de la dépendance aux allocataires, Ah oui, c'est un prisme qui est extrêmement réducteur. Il y a plein de gens qui ne demandent pas l'APA. Pourquoi ils ne demandent pas l'APA? Soit parce qu'ils ont un petit peu de revenus, donc ils considèrent qu'ils ne sont pas éligibles, ou ils ne connaissent pas, ou ils n'ont pas envie de demander, et du coup, en fait, il y a un taux de non-recours à l'APA qui est extrêmement élevé. d'accord, d'accord. Une conclusion à l'émission? Bah, une conclusion, c'est il faut investir sur les intervenants parce que c'est la clé, c'est la clé du futur et c'est ce qui fait qu'on arrivera du coup à offrir des prestations de qualité parce que si on les a pas, on peut juste rien faire. Et je vais finir sur un dernier chiffre qui m'a marqué, c'est côté particulier employeur, il y a 1,2 million de salariés du particulier employeur, dont une grande partie sont des assistantes de vie. Et sur ces, donc hors assistants maternels et autres, et sur ces 1,2 million de salariés, c'est une étude de la FEPEM qui est sortie il n'y a pas longtemps, il y en a 50% qui va partir à la retraite dans les 9 années à venir. Ouh. Donc, d'un côté, vous avez une hausse de la demande avec une hausse des besoins, et de l'autre côté, en fait, vous avez une baignoire qui est en train de se vider hyper rapidement avec, vu l'âge actuel des auxiliaires de vie. Et du coup, en fait, il va y avoir du coup un effet ciseau gigantesque. Et du coup, il faut trouver des moyens de revaloriser ce métier, à la fois une revalorisation salariale, mais une revalorisation des conditions de travail et de la manière de présenter ce métier, de présenter le bon côté du métier et de ne pas le présenter en permanence comme un métier horrible dans lequel il ne faut pas mettre les pieds. Donc un bénéfice secondaire du positionnement du Help sur le moyen long terme pour attirer les candidats. Exactement. Il va y avoir plus d'offres que de candidats. Exactement. Mais aujourd'hui, nous, on arrive à recruter, on n'a pas de problème. On reçoit plusieurs milliers de candidatures d'auxiliaires de vie par mois. D'accord, pas mal. Ouais. Oui, mais puis j'imagine que dans ce secteur d'activité, ça se fait très rapidement. Qui paye plus, qui a les meilleures conditions de travail, qui a la liberté. Ouais, exactement. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel Berceger. Je rappelle que vous êtes président de WeHelp. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Très bien. Putain, vous avez une vision, vous, alors mon Dieu.